première alerte, j'ai fait comme ça et voilà. Benoît, vous avez la parole. Bonjour, je suis un petit peu intimidé d'être à ce micro parce que depuis qu'on parle de crise mondiale, on assiste à un défilé d'experts venant expliquer la crise mondiale, discuter de la crise mondiale, sans que pour autant on voit se profiler, disons, des solutions qui ressembleraient à autre chose que celles qu'on a connues lors des précédentes crises mondiales, toutes plus sans précédent les unes que les autres. Nous avons connu de nombreuses crises mondiales, nous en connaîtrons encore d'autres. Alors, pour bien comprendre en fait ce qu'on dit finalement rarement, ce que les experts disent finalement rarement, venant à Bamako, dans l'avion, j'ai lu le Wall Street Journal qui nous annonce que les bénéfices des banques sont de retour et que donc elles vont pouvoir de nouveau payer correctement leurs modestes salariés des millions de dollars pour les inciter à gagner toujours plus d'argent. Autrement dit, il est impropre de parler de crise mondiale puisque pour ceux qui étaient en crise, exceptionnellement, la crise est terminée. Pour ceux qui sont en crise tous les jours, et depuis de très nombreuses années, rien n'a changé, à part le fait que la masse des pauvres, des démunis, des mal logés, des sans logement, des affamés augmente. Parce que pour que la classe des riches reconstitue ses richesses, il faut bien évidemment qu'elle prenne l'argent quelque part. Qu'est-ce que cette crise nous apprend? Ça nous apprend qu'il y a une toute petite élite mondiale qui est en mesure d'imposer à l'ensemble des États de la planète ses propres intérêts de classe. C'est-à-dire, après avoir imposé la déréglementation financière aux États, s'enrichissant dans des proportions absolument colossales, tandis qu'elle appauvrissait l'ensemble de la population mondiale, cette classe a fait péter la banque, hein, comme on dit, fait péter le casino, mais a eu la possibilité de mettre un pistolet sur la tempe des États pour qu'ils prennent l'argent des contribuables, pour renflouer leurs pertes. Et ceci fait, ils se sont immédiatement remis à jouer au casino. Dans cette affaire, des millions d'Américains, qui a priori ne sont pas des Africains de régions sahéliennes en proie à des désordres climatiques provoqués par le réchauffement de la planète, qui sont des Américains moyens, ont perdu leur maison. Ce sont des millions et ils sont à la rue et ils vivent d'aide d'État, c'est-à-dire et de mendicité. Des quartiers entiers comportant des dizaines de milliers parfois d'habitations sont vides parce que les gens ne pouvant plus payer leurs prêts ont été expulsés. C'est-à-dire que les maisons sont vides et les gens sont dans la rue. Et on a remboursé les banques qui avaient fait des prêts à ces gens pour acheter leur maison, plutôt que de donner de l'argent à ces gens pour qu'éventuellement ils remboursent leurs prêts et gardent leur maison. Ça veut dire que le règlement de la crise, en l'occurrence la crise du logement, n'est pas du tout l'objectif qui est recherché. C'est la crise des profits qui est importante à régler. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine alimentaire. Je veux dire, si on avait voulu, si on voulait que les gens aient à manger sur cette planète et puissent se nourrir par leurs propres moyens et de façon digne, je veux dire, ce serait fait depuis très longtemps, quoi. Si on voulait que tous les gens soient logés, ce serait fait depuis très longtemps. Et si on voulait éviter les conséquences annoncées pour l'Afrique de la crise du réchauffement climatique, c'est-à-dire, ce sont les prévisions des Nations Unies, c'est pas moi qui dis ça,
90% de la paysannerie africaine ne pourra plus rien cultiver à l'horizon 2100. 22 États africains sont au risque extrême, tandis que le plus gros pollueur mondial, les États-Unis, 50% de la pollution, est tout en bas des pays à risque du point de vue des réchauffements climatiques. Il est donc évident que cet État, et quelques autres, évidemment, les États européens sont à mettre dans le même sac, que cet État, dont la population ne sera pas trop touchée par le réchauffement climatique, va évidemment rien faire, ou faire le moins possible, pour y changer quelque chose. Je veux dire, si des millions d'Africains sont affamés depuis des générations, et qu'il ne se passe rien, il est évident que ça veut dire que les élites s'en foutent. C'est tout. Et c'est ça que nous enseignent ces crises. C'est que les riches s'en foutent que les pauvres crèvent. À la limite, s'il n'en reste qu'un, ou s'il n'en reste qu'une dizaine, ils pourront toujours se retrouver sous une bulle ou dans une mine qu'ils auront aménagée pendant des générations avec toutes les richesses qu'ils auront volées à l'ensemble de la population mondiale. Et là, ils ne s'ennuieront pas moins que dans la vie qu'ils mènent au quotidien, mais ils seront encore une fois entre eux. La seule différence, c'est que cette fois-ci, c'est nous tous qui serons morts. Donc je crois que ça introduit assez bien pourquoi les mouvements sociaux sont nécessaires. Les mouvements sociaux sont nécessaires parce que quand on met en place un système pour qu'un sac de riz parvienne à un affamé, à peu près tous les intermédiaires, du début jusqu'à la fin, ont tous les gens qui interviennent dans son processus, de toutes les gens qui interviennent dans ce processus, il y a une seule personne qui a faim, c'est celle qui est au bout de la chaîne. Tous les autres ont d'autres intérêts. Ils peuvent avoir des emplois pour acheminer ce sac de riz, ils peuvent taxer ce sac de riz, ils peuvent avoir un pouvoir avec ce sac de riz. Ce sac de riz peut servir à tout, pour un nombre assez important de gens qui vont comploter pour leur propre intérêt en oubliant totalement la finalité. Eh bien, les mouvements sociaux, pour moi, ce sont des mouvements de lutte, c'est-à-dire que quand ils sont confrontés à un problème de logement, par exemple, de gens qui n'ont pas de toit, eh bien, leur objectif, c'est que ces gens en aient un. Et que si on ne leur donne pas, ils le prendront. Quitte à voler les maisons, quitte à... On ne va pas se dire, ah, c'est dommage, on n'y peut rien parce que pour telle ou telle raison. Non, parce que si on se bat, on y peut. Mais le problème, c'est de le vouloir. Et je pense que pour vouloir sauver quelqu'un de la faim, je pense qu'il faut avoir eu faim, c'est très simple. Et je pense que tous ceux qui n'ont jamais eu faim, eh bien, sont les moins bien placés pour gérer le problème de la faim.